Le millionnaire voit une petite fille pauvre qui pleure en vendant de la limonade et découvre que sa famille. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil du matin frappait les immenses fenêtres du Penthouse dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Gabriel Moreau observait la ville s'éveiller du haut de ses 50 étages, tenant une tasse de café importé qui coûtait plus que ce que de nombreux Français gagnaient en une journée. À 45 ans, il avait conquis tout ce que l'argent pouvait acheter. L'empire technologique qu'il avait fondé, Morotech, était évalué à des milliards d'euros. Il possédait des maisons sur 3 continents et son garage abritait une collection de voitures qui ferait soupirer d'admiration n'importe quel passionné. Cependant, tandis que ses yeux parcouraient l'horizon parisien, un soupir s'échappa de ses lèvres. Ah, il manquait quelque chose, un vide qu'aucune de ses possessions ne parvenait à combler. « Monsieur Moreau, votre petit déjeuner est servi », annonça Martine, la gouvernante qui s'occupait de son appartement depuis plus de 10 ans. « Merci, Martine », répondit-il mécaniquement sans détourner le regard de la ville. La table était impeccablement dressée avec une variété de fruits frais, de pains artisanaux et d'œufs préparés exactement comme il les aimait. Gabriel s'assit, mais toucha à peine à la nourriture. Les notifications sur son téléphone portable se déclenchaient déjà sans cesse. Email, messages, appels manqués. Le monde n'attendait pas, même pas pour quelques minutes de réflexion. « Un problème avec le petit déjeuner, monsieur ?» demanda Martine, remarquant son manque d'appétit. « Non, c'est parfait comme toujours. » Il força un sourire. « Je n'ai simplement pas faim aujourd'hui. » La vérité était que Gabriel avait perdu le goût pour presque tout. Les réunions d'affaires, les dîners dans des restaurants étoilés, les galas, tout était devenu une routine sans saveur, prévisible. Les gens autour de lui semblaient sourire seulement à son argent, pas à lui. Des amis véritables, peut-être quelques-uns de l'époque de la faculté, avant le succès de Morotech, mais même ceux-là s'étaient éloignés avec le temps. Son chauffeur l'attendait déjà dans le garage pour l'emmener au siège principal de l'entreprise dans le quartier financier de Paris. Le trajet était toujours le même, descendre du 16e arrondissement, passer par le boulevard périphérique, affronter le trafic chaotique pendant qu'il répondait aux emails et passait des appels à l'arrière de sa Mercedes blindée. « Bonjour, monsieur Gabriel », salua Séverin, son chauffeur, originaire du Nord qui travaillait pour lui depuis 7 ans. « Direction le bureau aujourd'hui ?» Gabriel hésita. L'idée d'une journée de plus remplie de réunions interminables, de décisions d'entreprise et de flagorneries d'exécutifs lui donna soudain un sentiment de claustrophobie. « Pas aujourd'hui. »« Séverin, » répondit-il, se surprenant lui-même. « Allons faire un tour. »« Un tour, monsieur ?» Le chauffeur demanda, confus. « Oui, je veux aller au jardin du Luxembourg. » L'expression de Séverin ne cachait pas sa surprise. En toutes ces années, Gabriel n'avait jamais demandé à aller dans un parc en plein lundi matin. « Comme vous voulez. »« Monsieur !» Le ciel de Paris était nuageux ce matin-là, annonçant la pluie. Cela correspondait parfaitement à l'état d'esprit de Gabriel. Pendant le trajet, il observait par les vitres teintées de la voiture la ville qu'il avait aidé à transformer avec ses innovations technologiques. Paris, géant de béton, abritait des mondes complètement différents à quelques kilomètres de distance. En arrivant au jardin du Luxembourg, Gabriel demanda à Séverin de l'attendre. « Vous y allez seul. Voulez-vous que je vous accompagne ? » « Ce n'est pas nécessaire, merci. Je veux marcher un peu. Je reviens dans 1 heure ou 2. » Séverin, à qui est ça ? Toujours perplexe face à cette rupture de routine. Gabriel marchait lentement le long des allées du parc. C'était un lundi, donc l'endroit était relativement vide, avec seulement quelques coureurs matinaux, des personnes âgées faisant de l'exercice et des employés s'occupant de l'entretien. Il respira profondément, sentant l'air moins pollué sous les cimes des arbres. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait simplement marché sans objectif, sans réunion, sans courir contre la montre. Les nuages devenaient de plus en plus denses et quelques coups de tonnerre pouvaient être entendus au loin. Gabriel poursuivit sa promenade, observant les détails autour de lui comme s'il les voyait pour la première fois. Les gens semblaient pressés maintenant, cherchant un abri avant que la pluie ne tombe. C'est alors qu'en tournant à un virage dans l'un des chemins les moins fréquentés du parc, il aperçut un petit stand improvisé. C'était simple, fait.
avec des caisses en bois et une bâche bleue décolorée qui servait de toit. Une pancarte écrite à la main annonçait « Limonade fraîche, 2 €. Derrière le stand, une fillette d'environ 10 ans regardait anxieusement le ciel, préoccupée par la pluie imminente. Ses grands yeux sombres étaient humides et elle semblait lutter contre les larmes tout en tenant une carafe en verre pleine de limonade. Elle portait des vêtements simples mais propres, un t-shirt jaune aux imprimés, décoloré et un short en jean. Quelque chose dans cette scène touche à Gabriel. La détermination de la fillette à maintenir sa petite entreprise en fonctionnement même sous la menace de la pluie, la simplicité du stand en contraste avec les édifices luxueux qu'il fréquentait, la vulnérabilité dans son regard, tout cela créa un impact auquel il ne s'attendait pas. Poussé par une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, Gabriel s'approcha. La fillette sécha rapidement ses larmes du revers de la main et tenta de composer un sourire. « Bonjour. Monsieur, voulez-vous acheter une limonade? Elle est fraîche, je l'ai faite ce matin. » dit-elle avec un enthousiasme qui ne correspondait pas à ses yeux encore humides. « Bonjour, » répondit Gabriel, observant mieux la petite entrepreneuse. « Elle a l'air délicieuse, cette limonade. »« Oui, monsieur, ma grand-mère m'a appris à la faire, elle a juste la bonne quantité de sucre. » Gabriel remarqua qu'à côté de la carafe pleine, il n'y avait que 3 gobelets en plastique vides sur la table improvisée. Aucun client jusqu'à présent. « Tu vends ici souvent ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. La fillette hésita. Un moment, comme si elle évaluait si elle devait faire confiance à cet étranger bien habillé. « J'ai commencé la semaine dernière, » répondit-elle finalement. « Mais aujourd'hui, c'est difficile. Je pense qu'il va pleuvoir et personne ne passe par ici. » Un coup de tonnerre plus fort retentit, faisant légèrement sursauter la fillette. « Comment t'appelles-tu » demanda Gabriel, sentant une connexion inexplicable avec cet enfant. « Julie, » répondit-elle. « Julie Dubois. Ravi de te rencontrer, Julie. Je suis Gabriel. » Il omit délibérément son nom de famille, chose qu'il faisait rarement. « Pourquoi es-tu triste? Est-ce juste à cause de la pluie ?» Les yeux de Julie s'humidifièrent à nouveau et cette fois, elle ne put contenir quelques larmes qui coulèrent sur ses joues. « C'est que je dois vendre toute cette limonade, » expliqua-t-elle, d'une voix émue. « Ma mère est au chômage depuis longtemps et le loyer est en retard. J'ai pensé que je pourrais aider en vendant de la limonade, mais... » Elle regarda la carafe pleine et les gobelets vides, laissant la phrase mourir dans l'air. Gabriel sentit quelque chose se briser en lui. Dans son monde d'affaires milliardaire et de décisions qui affectaient des milliers d'employés, il avait oublié comment de petites luttes pouvaient être significatives. La détermination de cette fillette à aider sa famille avec un simple stand de limonade le frappa avec une force inattendue. À ce moment, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, grandes et lourdes. Julie regarda le ciel avec désespoir, sachant que sa journée de vente était officiellement ruinée. « Combien coûte toute ta limonade ?» demanda soudainement Gabriel. « Toute la limonade ?» Julie écarquilla les yeux, confuse par la question, de l'homme bien habillé devant elle. « Oui, combien coûterait-elle si j'achetais tout d'un coup ?» répéta Gabriel, tandis que les gouttes de pluie devenaient plus fréquentes. Julie regarda la carafe presque pleine et commença à faire des calculs mentaux, remuant les lèvres tout en calculant. La scène provoqua un sourire discret chez Gabriel qui voyait dans ce geste le sérieux avec lequel la petite entrepreneuse prenait son affaire. « J'ai presque 10 verres encore, » dit-elle finalement. « Donc ce serait 20 €? » La façon dont elle transforma l'affirmation en question révélait son insécurité. Peut-être craignait-elle que le montant soit trop élevé et effraie son unique client de la journée. 20 € pour toute cette limonade, c'est une excellente affaire, affirma Gabriel, sortant son portefeuille de la poche intérieure de son costume italien. Mais tu sais, dans les négociations, il est important de toujours valoriser correctement son produit. Il sortit un billet de 100 € et le tendit à Julie, dont les yeux s'écarquillèrent encore plus. « Je n'ai pas de monnaie pour ça, monsieur. »« Pas besoin de monnaie, » répondit Gabriel. « La limonade vaut cette somme pour moi. » La pluie commençait à s'intensifier, et quelques gouttes traversèrent déjà la bâche improvisée qui couvrait le stand. Julie regarda le billet dans ses mains, comme s'il s'agissait de quelque chose de magique, puis la carafe de limonade, et à nouveau, Gabriel. « Mais vous n'allez même pas prendre la limonade ?»«
Je ne pourrais pas tout transporter, sourit-il. Et si tu rangeais la carafe et que nous rentrions chez toi avant que la pluie ne nous rattrape vraiment? Julie hésita. Depuis son plus jeune âge, sa mère lui avait appris à ne jamais accepter de trajet de la part d'étrangers. Gabriel perçut son appréhension. « Écoute, j'ai mon chauffeur là-bas à l'entrée du parc. Nous pouvons te raccompagner chez toi si tu veux, ou je peux appeler un taxi pour toi. Ce n'est pas prudent de rester ici avec cet orage qui arrive. » La fillette se mordit la lèvre, encore indécise, mais un éclair suivi d'un coup de tonnerre assourdissant sembla l'aider à prendre une décision. Rapidement, elle commença à ranger ses quelques affaires dans un sac à dos usé, les gobelets en plastique, la pancarte écrite à la main et la précieuse carafe de limonade. « Tu habites loin d'ici ?» demanda Gabriel, l'aidant à démonter la structure improvisée. « À la Courneuve » répondit-elle, faisant référence à l'une des zones les plus pauvres de la banlieue parisienne, connue pour souffrir d'inondations fréquentes pendant la saison des pluies. Gabriel sentit un pincement au cœur. Le contraste entre les mondes ne pouvait être plus grand, de son appartement du 16e arrondissement à la cité défavorisée de la Courneuve. Tandis qu'il marchait rapidement vers l'entrée du parc, la pluie s'intensifiait et Gabriel retira sa veste pour couvrir Julie, qui tenait fermement son sac à dos avec les gains de la journée. Séverin écarquilla les yeux en voyant son patron revenir trempé, sans veste et accompagné d'une fillette qui, clairement, n'appartenait pas au cercle social de Gabriel Moreau. « Séverin, voici Julie », présenta Gabriel en ouvrant la porte de la voiture. « Nous allons la raccompagner chez elle. Elle habite à la Courneuve. » Le chauffeur acquiesça sans poser de questions, bien que son regard révélât sa surprise. En 7 ans de travail pour Gabriel, il ne l'avait jamais vu amener un enfant dans la voiture, encore moins un enfant d'origine si modeste. Dans la luxueuse Mercedes, Julie s'assit timidement, essayant de ne pas mouiller la sellerie en cuir avec ses vêtements humides. Ses yeux parcouraient l'intérieur du véhicule avec fascination, les sièges en cuir, le système multimédia, les vitres qui s'assombrissaient automatiquement. « Votre voiture est très belle », commenta-t-elle doucement. « On dirait un film. »« Merci », répondit Gabriel, se rendant compte que ce qui n'était pour lui qu'un moyen de transport représentait pour Julie quelque chose d'extraordinaire. Pendant le trajet jusqu'à la Courneuve, la conversation coula de manière étonnamment facile. Julie raconta qu'elle avait 11 ans et étudiait à l'école municipale du quartier. Elle vivait avec sa mère, Lucie, et son grand-père, Antoine, dans une maison simple. Son père était parti quand elle était encore bébé, et il n'avait plus jamais eu de nouvelles de lui. « Ma mère est couturière », expliqua Julie avec fierté. « Elle fait de beaux vêtements, mais la boutique où elle travaillait a fermé, il y a 3 mois, et elle ne trouve pas d'emploi nulle part. »« Et que fait ton grand-père » demanda Gabriel, sincèrement intéressé par l'histoire de cette famille. Un sourire mélancolique apparut sur le visage de Julie. « Papy Antoine reste juste à la maison maintenant. Il est vieux et a des problèmes cardiaques, mais il me raconte des histoires de quand il était propriétaire de magasins. Il dit qu'un jour, il avait plusieurs magasins de meubles à Paris. Ce détail attira l'attention de Gabriel. « Ton grand-père était entrepreneur ?»« Oui, il avait Meubles Dubois. Papy dit que c'était les meilleurs magasins de meubles de la ville. Mais ensuite, tout a mal tourné. » Julie baissa la voix. Il n'aime pas en parler. Ça le rend triste. À mesure qu'ils approchaient de la Courneuve, le paysage urbain changeait radicalement. Les immeubles luxueux et les avenues bien entretenues cédèrent la place à des constructions simples, certaines inachevées, des rues étroites et mal pavées. La forte pluie formait de grandes flaques d'eau et Séverin conduisait avec prudence pour éviter les nids de poules dans l'asphalte. « C'est là-bas, dans cette rue », indiqua Julie, pointant vers une ruelle latérale. La maison des Dubois était une construction simple de 2 pièces, peinte en bleu clair et caillée, avec une petite cour à l'avant, protégée par un muret bas et un portail en fer rouillé. Même sous la pluie, on pouvait voir que l'endroit était maintenu avec soin. Quelques plantes dans des pots colorés décoraient l'entrée, et les fenêtres, bien que simples, avaient des rideaux propres et bien entretenus. Lorsque la Mercedes s'arrêta devant la maison, une femme apparut rapidement à la porte, l'air inquiet. En voyant Julie descendre de la voiture luxueuse, son visage se transforma en pur étonnement. « Julie, que s'est-il passé? Qui sont ces personnes ?» demanda Lucie Dubois, s'approchant rapidement du portail.
se protégeant de la pluie avec un vieux parapluie. « Maman, c'est Monsieur Gabriel. Il a acheté toute ma limonade !» s'exclama Julie, courant pour embrasser sa mère et montrant fièrement le billet de 100 €. Lucie regarda avec méfiance l'homme élégant qui sortait de la voiture. Gabriel pouvait sentir l'appréhension dans ses yeux, la méfiance naturelle de quelqu'un qui a déjà affronté de nombreuses difficultés et a appris à être prudent. « Bonjour, Madame Dubois », salua Gabriel, s'approchant sous la pluie. « Je vous prie de m'excuser de ramener Julie ainsi, sans prévenir. J'ai rencontré votre fille dans le parc quand il a commencé à pleuvoir et j'ai proposé de la raccompagner. »« Il a payé 100 € pour la limonade, maman », interrompit Julie. « J'ai encore émerveillé par sa chance. » L'expression de Lucie oscilla entre gratitude et méfiance. Une belle femme malgré la fatigue évidente sur son visage, elle devait avoir un peu plus de 30 ans, mais les difficultés de la vie avaient laissé des marques prématurées sur son expression. « Merci beaucoup pour votre gentillesse, monsieur. »« Gabriel. »« Moreau, compléta-t-il tendant la main. En entendant le nom complet, Lucie écarquilla les yeux. Même en banlieue parisienne, le nom du fondateur de Morotech était connu. « Vous êtes ?»« Oui, c'est bien moi, » confirma Gabriel sans vanité. « Votre fille est une entrepreneuse très dévouée. J'ai été impressionné par sa détermination. » À ce moment, un homme aux cheveux blancs apparut à la porte, s'appuyant sur une canne. Son visage ridé montrait de la curiosité face à l'agitation, inhabituelle devant la maison. « Qui est-ce, Lucie ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Papy !» s'exclama Julie, courant à l'intérieur pour montrer l'argent qu'elle avait gagné. « J'ai vendu toute la limonade !» Gabriel observa le vieil homme avec attention. Il y avait quelque chose de familier dans son visage, dans sa posture, même si elle était maintenant courbée par l'âge. Un entrepreneur qui avait tout perdu, avait dit Julie. L'histoire provoqua une inquiétude chez Gabriel. « Voulez-vous entrer pour vous abriter de la pluie ?» invita Lucie, visiblement gênée par la simplicité de la maison, mais suivant les règles d'hospitalité qu'elle n'avait jamais abandonnées, même dans les moments les plus difficiles. Gabriel regarda le ciel chargé et la modeste maison. Une force inexplicable le poussait à en savoir plus sur cette famille, sur cet ancien entrepreneur, sur cette réalité si éloignée de la sienne. Quelque chose au-delà de la curiosité ou de la compassion momentanée, peut-être un appel, du destin ou simplement le besoin de combler le vide qui le consumait. « J'accepte avec plaisir, si cela ne vous dérange pas, » répondit-il, faisant un geste à Séverin qui comprit qu'il devait attendre dans la voiture. La pluie tombait impitoyablement sur le toit de tuiles bon marché, créant une symphonie de gouttes qui résonnait à l'intérieur de la petite pièce. Gabriel entra dans la maison des Dubois, se sentant étrangement déplacé dans son costume coûteux, maintenant partiellement mouillé. L'environnement était simple mais accueillant. Un canapé usé avec un couvre-lit coloré pour cacher l'usure, une petite télévision ancienne, quelques photographies de famille dans des cadres improvisés et, ce qui attira le plus son attention, une modeste étagère avec des livres bien entretenus. « S'il vous plaît, asseyez-vous » invita Lucie, s'empressant de nettoyer le canapé avec ses mains, dans un geste qui révélait à la fois l'hospitalité et l'embarras face à la simplicité du foyer. « Julie, va chercher une serviette pour que Monsieur Moreau puisse se sécher. » La fillette disparut rapidement et revint avec une serviette bleue propre mais visiblement usée par le temps. « Voulez-vous un café, Monsieur Moreau ?» proposa Lucie, visiblement nerveuse par la présence d'un milliardaire dans son salon. « Ou peut-être un verre de limonade ?» ajouta-t-elle avec un timide sourire, regardant la carafe que Julie avait rapportée du parc. « La limonade serait parfaite », répondit Gabriel, séchant son visage et ses cheveux avec la serviette. « Et, s'il vous plaît, appelez-moi simplement ?» Gabriel. Tandis que Lucie allait dans la petite cuisine préparer les verres, Antoine Dubois s'approcha lentement, s'appuyant sur sa canne. Il observa Gabriel avec des yeux attentifs qui, malgré l'âge, conservaient encore une lueur d'intelligence et de curiosité. « Alors vous êtes Gabriel Moreau, de Morotech ?» dit le vieil homme. Non comme une question, mais comme une constatation. « Ma petite fille passe souvent devant vos magasins au centre commercial et est fascinée par tous ces appareils. »« Papy sait tout sur les entreprises », interrompit Julie fièrement, s'asseyant à côté de son grand-père. « Il m'a appris à rendre la monnaie et à calculer les prix pour mon stand de limonade. » Antoine sourit, caressant affectueusement les cheveux de sa petite fille, juste les bases que tout commerçant devrait connaître. « Julie m'a dit que
Vous aviez une chaîne de magasins de meubles, commenta Gabriel, sincèrement intéressé. Un silence momentané plana dans la pièce. Le sourire d'Antoine vacilla légèrement et Gabriel comprit qu'il avait touché un sujet délicat. « C'était il y a longtemps », répondit finalement le vieil homme. « Meubles du bois. Nous avons commencé avec une petite menuiserie dans les années 80 et nous avons grandi jusqu'à avoir 5 magasins à Paris. C'était une autre époque. » Lucie revint avec un plateau simple, portant des verres de limonade. « Mon père n'aime pas beaucoup parler du passé », commenta-t-elle, lançant un regard affectueux au vieil homme. « Mais c'est de lui que j'ai hérité le goût du travail bien fait. » Gabriel prit le verre de limonade et goûta. Elle était vraiment délicieuse, juste ce qu'il fallait entre sucré et acide. « C'est vraiment la meilleure limonade que j'ai jamais goûtée », complimenta-t-il sincèrement, faisant briller les yeux de Julie de satisfaction. « La recette est de mamie », expliqua la fillette. « Elle l'a enseignée à maman qui me l'a enseignée. » La pluie continuait de tomber fort dehors, créant une atmosphère intime à l'intérieur de la petite maison. Gabriel observait cette famille, remarquant les liens forts qui les unissaient. Malgré les difficultés, il y avait une dignité en eux que beaucoup de personnes riches qu'il connaissait ne possédaient pas. « Et qu'est-il arrivé au magasin de meubles ?» demanda Gabriel, prenant le courage de revenir sur le sujet. Antoine respira profondément, regardant un point distant comme quelqu'un qui revisite des souvenirs douloureux. « L'euro est arrivé », répondit-il avec un sourire amer. « Puis une crise économique, des décisions mal calculées, un associé malhonnête, la tempête parfaite comme on dit. En 2 ans, nous avons tout perdu, les magasins, la maison, les économies. C'était quand j'avais 10 ans, compléta Lucie. Soudain, nous avons dû déménager ici. Ma mère n'a pas supporté le changement et est tombée malade. Elle est décédée quelques années plus tard. Je suis désolé, dit Gabriel sincèrement ému. La vie continue, répondit Antoine avec une dignité qui impressionna Gabriel. J'ai ma fille, ma petite fille, et mes souvenirs. Tout n'est pas perdu. Julie, percevant l'ambiance mélancolique, décida de changer de sujet. Monsieur Gabriel, qu'avez-vous pensé de mon stand de limonade ? Pensez-vous que je peux gagner plus d'argent pour aider à la maison ? La question innocente et en même temps chargée de responsabilité toucha Gabriel profondément. Une enfant de 11 ans se préoccupait déjà d'aider financièrement sa famille, tandis que lui, avec tous ses milliards, se sentait vide et sans but. « Ton stand a beaucoup de potentiel, Julie, » répondit-il sérieusement. « Mais peut-être pourrions-nous l'améliorer un peu. » Comment ? Les yeux de la fillette brillèrent de curiosité. « Eh bien, d'abord, ton emplacement n'était pas le meilleur. Tu étais sur un chemin peu fréquenté du parc. En affaires, l'emplacement est fondamental. Le problème, c'est que les bons endroits ont déjà des vendeurs, expliqua Julie. Et certains gardiens du parc ne nous laissent pas nous installer, n'importe où. Je comprends. Et concernant ta présentation, une pancarte plus grande et plus colorée pourrait attirer davantage l'attention. Les gens achètent d'abord avec les yeux. » Tandis qu'ils discutaient de stratégies pour améliorer les ventes de limonade, Gabriel fut surpris par l'intelligence et la vivacité de la fillette. Julie absorbait chaque mot comme une éponge, posant des questions pertinentes et démontrant une compréhension intuitive des affaires que beaucoup de ses cadres ne possédaient pas. Lucie observait l'interaction avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. « Julie, je ne pense pas que M. Moreau soit venu ici pour donner des cours de gestion, » commenta-t-elle avec un sourire timide. « Nous sommes déjà reconnaissants pour le trajet et pour votre générosité. »« Pas du tout, » répondit rapidement Gabriel. « J'apprécie beaucoup cette conversation. En fait, il hésita un moment, surpris par l'idée qui venait de surgir. « J'aimerais proposer quelque chose. » Les trois le regardèrent avec curiosité. Julie a un talent naturel pour les affaires et sa limonade est vraiment exceptionnelle. Que pensez-vous ? Si je l'aidais à transformer cette petite initiative en quelque chose de plus grand. Plus grand comment ? Demanda Lucie, méfiante. Un stand meilleur, peut-être dans un endroit plus stratégique, avec des matériaux adéquats et un visuel plus attrayant. Je pourrais la conseiller sur la tarification, le service client, la gestion de base, des choses qui seraient utiles non seulement pour vendre de la limonade, mais pour la vie. Julie faillit sauter du canapé d'excitation. Je pourrais avoir un vrai stand, avec une belle enseigne et tout. Exactement, confirma Gabriel.
Et pourquoi ne pas impliquer d'autres enfants du quartier? Transformer cela en un petit projet communautaire. Antoine Dubois observait Gabriel avec un regard pénétrant, comme s'il essayait de découvrir ses véritables intentions. Pourquoi feriez-vous cela, monsieur Moreau? Un homme de votre position a certainement des choses plus importantes pour occuper son temps. La question prit Gabriel par surprise, non pas en raison de la méfiance implicite, mais parce qu'il n'avait pas lui-même une réponse claire. Pourquoi était-il là, assis dans une maison simple en banlieue parisienne, discutant d'une affaire de limonade avec une enfant? Que cherchait-il? Sincèrement, monsieur Dubois, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, j'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais depuis longtemps, je ne sens pas que je fais quelque chose qui compte vraiment. Quand j'ai vu la détermination de Julie aujourd'hui, quelque chose s'est éveillé en moi. Peut-être que j'ai autant besoin de son énergie et de son enthousiasme qu'elle n'a besoin de mon expérience et de mes ressources. L'honnêteté, inattendue, laissa les adultes silencieux. Ce fut Julie qui brisa le moment de réflexion. « Alors nous allons être associés ?» demanda-t-elle, tendant sa petite main pour une poignée de main formelle qui fit sourire tout le monde. « Associés ?» acquiesça Gabriel, serrant sa main et ressentant pour la première fois depuis des années un véritable enthousiasme pour un projet. Dehors, la pluie commençait à diminuer, tout comme le poids que Gabriel portait dans sa poitrine. Tandis qu'il discutait des détails initiaux du projet de limonade, il regarda par la petite fenêtre du salon et vit un arc-en-ciel se former à l'horizon de la banlieue. Un signe peut-être que des jours meilleurs étaient à venir, pour eux tous. « Je dois partir maintenant, » dit Gabriel regardant sa montre, « mais je reviendrai demain pour commencer notre projet. Si cela vous convient, bien sûr. »« Nous vous attendrons, monsieur Gabriel » s'exclama Julie, contenant à peine son excitation. Lucie accompagna Gabriel jusqu'à la porte, tandis que Julie restait avec son grand-père, discutant avec animation de toutes les possibilités pour son nouveau stand. « Monsieur Moreau, » dit Lucie à voix basse lorsqu'ils furent seuls près de la porte, « je vous remercie pour votre générosité, mais je dois demander, pourquoi faites-vous vraiment cela? Julie n'est qu'une enfant, et nous sommes... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Des personnes qui m'ont rappelé ce que c'est d'avoir un but, » compléta Gabriel sincèrement. « Madame Dubois, je peux vous garantir que mes intentions sont les meilleures. Peut-être que j'ai besoin de cela autant que vous. » Leurs regards se croisèrent un instant et Lucie sembla trouver la sincérité qu'elle cherchait. Avec un léger hochement de tête, elle ouvrit la porte. « À demain alors. » En retournant à la voiture où Séverin l'attendait patiemment, Gabriel se sentit transformé. Le vide qui l'accompagnait le matin avait été comblé par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Un espoir né de la rencontre improbable avec une fillette et son stand de limonade. « À la maison, monsieur ?» demanda Séverin en le voyant entrer dans la voiture. « Non, » répondit Gabriel, regardant une dernière fois la petite maison bleue. « Au bureau. J'ai quelques projets à lancer. » Dans les jours qui suivirent, Gabriel surprit tout le monde dans son entreprise. Il annula 2 réunions avec des investisseurs internationaux, délégua des décisions importantes à son équipe exécutive et commença à réserver ses après-midi pour son nouveau projet, le stand de limonade de Julie. Sa secrétaire, Christine, qui travaillait avec lui depuis plus d'une décennie, ne cachait pas son étonnement de le voir si enthousiaste pour quelque chose d'apparemment si simple. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je replanifie la visioconférence avec les investisseurs de Singapour ?» demanda-t-elle pour la 3e fois, tandis que Gabriel finissait de signer quelques documents sur son bureau. « J'en suis sûr, Christine. Édouard peut s'en occuper. Je fais confiance à son jugement, » répondit-il, faisant référence à son directeur financier. « Maintenant, s'il vous plaît, demandez à quelqu'un de l'équipe de design de créer un logo. Quelque chose de simple, coloré, attrayant pour une entreprise de limonade. »« Un logo ? Pour un stand de limonade », répéta Christine pensant avoir mal compris. « Exactement. Je veux des options d'ici demain matin. C'est pour un projet personnel. » Avec un léger haussement d'épaule, Christine sortit du bureau, laissant Gabriel immergé dans ses pensées. Il avait passé toute la matinée à rechercher des projets d'entrepreneuriat social, particulièrement ceux destinés aux jeunes des communautés défavorisées. L'idée initiale d'améliorer simplement le stand de Julie
avait évolué dans son esprit vers quelque chose de plus grand, un projet qui pourrait impacter non seulement sa vie, mais celle d'autres enfants de la communauté de la Courneuve. À 14 heures précises, Gabriel quitta l'imposant édifice de Morotech dans le quartier financier de Paris et monta dans sa voiture, où Séverin l'attendait déjà. Direction la Courneuve à nouveau, monsieur? Oui, Séverin, mais avant, faisons quelques arrêts. J'ai besoin d'acheter du matériel. À la surprise du chauffeur, habitué à le conduire uniquement vers des restaurants étoilés, des réunions d'affaires et des galas, Gabriel demanda qu'il s'arrête dans une papeterie, puis dans un magasin de matériaux de construction et enfin dans un grossiste de produits alimentaires. À chaque endroit, il choisissait personnellement les articles, chose qu'il ne faisait plus depuis des années, depuis qu'il avait délégué même ses achats personnels à son équipe d'assistants. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Dubois, le coffre de la Mercedes était rempli de sacs et de matériaux. Julie, qui attendait anxieusement à la fenêtre, courut vers le portail dès qu'elle vit la voiture se garer. « Monsieur Gabriel, vous êtes vraiment venu !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'expectative. « Bien sûr que je suis venu. Nous sommes associés maintenant, tu te souviens ?» répondit-il, souriant, tandis que Séverin commençait à décharger les achats. Lucie apparut à la porte, portant un tablier simple. Elle travaillait sur ses coutures. En voyant la quantité de matériaux que Gabriel apportait, son visage exprima un mélange de gratitude et de gêne. « Monsieur Moreau, vous n'aviez pas besoin d'apporter tout cela. S'il vous plaît, c'est simplement Gabriel, et c'est un investissement, pas un don, » répondit-il, percevant la fierté de la femme. « Les investisseurs attendent un retour, vous savez. Je mise sur le talent de Julie. » Cette approche sembla mieux fonctionner. Lucie acquiesça, plus à l'aise avec l'idée d'un partenariat commercial qu'avec celle de la charité. Antoine Dubois observait tout depuis la véranda, assis dans son fauteuil à bascule. Lorsque Gabriel s'approcha pour le saluer, le vieil homme l'étudia avec des yeux attentifs. « Vous savez, jeune homme, j'ai passé la nuit à me demander pourquoi un homme de votre position s'intéresserait à notre petit monde, » commenta-t-il. Sans détour. J'en suis arrivé à la conclusion que soit vous êtes un saint déguisé, soit vous êtes aussi perdu que je l'ai été un jour. La franchise de l'ancien entrepreneur surprit Gabriel, mais provoqua également un sourire sincère. Je pense que la seconde option est plus proche de la vérité, monsieur Dubois. Le vieil homme acquiesça, comme s'il confirmait un soupçon. Eh bien, bienvenue au club des perdus et retrouvés. Cet après-midi fut intense en travail. Dans la petite cour des Dubois, Gabriel et Julie montèrent un stand de limonade beaucoup plus élaboré que le précédent. Utilisant une structure démontable en métal léger, couverte d'un auvent coloré, ils créèrent un espace attrayant et pratique. Julie insista pour peindre personnellement l'enseigne principale, tandis que Gabriel se chargea de monter une petite table pliante et d'organiser les matériaux. Lucie les rejoignit après avoir terminé son travail de couture, apportant une carafe fraîche de limonade pour les travailleurs, comme elle plaisanta. En les voyant côte à côte, sa fille et le milliardaire, tous deux avec des taches de peinture sur les mains, elle ne put s'empêcher de sourire face à cette scène inhabituelle. « Où comptez-vous installer ce stand ?» demanda Lucie, servant la limonade dans des verres simples. « J'y ai réfléchi, » répondit Gabriel, buvant une gorgée rafraîchissante. « Le jardin du Luxembourg serait idéal pour la fréquentation, mais il y a des questions de licence et de permis qui compliqueraient les choses. Pour l'instant, je crois que nous pourrions commencer ici même dans le quartier, peut-être près de l'école ou de la place centrale. »« La petite place serait parfaite, » s'exclama Julie. « Le samedi, il y a le marché le matin, et l'après-midi, beaucoup de gens y restent. » « Excellente observation sur le flux de personnes, » complimenta Gabriel, impressionné par l'intuition naturelle de la fillette pour les affaires. « Et quelle est la particularité de notre limonade ? Pourquoi les gens choisiraient-ils d'acheter chez nous plutôt que de simplement boire de l'eau ou un soda ?» Julie fronça les sourcils, pensive. « Parce que c'est la meilleure limonade du monde ?» Gabriel rit. « Sans doute est-elle délicieuse, mais nous devons le communiquer aux gens. Que pensez-vous d'offrir différentes options ? La traditionnelle, une au gingembre pour les plus aventureux, une autre à la menthe, et une aux fruits de la passion, compléta Julie avec enthousiasme. Nous avons un pied de fruits de la passion là-bas au fond de la cour. Diversification. Des produits ? Parfait, approuva Gabriel, se sentant véritablement enthousiasmé par cette petite entreprise.
comme il ne l'avait pas été depuis des années avec sa propre entreprise milliardaire. Tandis qu'il discutait des saveurs et des stratégies, Antoine s'approcha lentement, appuyé sur sa canne. « Je vois quelques erreurs là dans le tableau des coûts », commenta-t-il, pointant vers le cahier où Gabriel avait fait quelques calculs de base. « Le prix du citron varie beaucoup selon la saison. Vous devez avoir une marge pour absorber ces fluctuations. » Gabriel regarda le vieil homme avec surprise. « Vous avez raison. J'utilisais une valeur moyenne, mais cela pourrait compromettre la rentabilité. J'ai appris cela de la pire manière possible, » poursuivit Antoine, s'asseyant sur une chaise que Lucie avait apportée pour lui. « Quand nous avons développé trop rapidement le réseau de magasins, nous n'avons pas suffisamment pris en compte les variations saisonnières de la demande et des coûts. Ce fut l'un des facteurs qui ont contribué à notre chute. » Il y avait quelque chose dans la façon dont le vieil homme parlait des affaires qui intriguait Gabriel. Ce n'était pas seulement l'expérience, mais une sagesse qui ne vient que de ceux qui ont connu tant le succès que l'échec. « Vous étiez vraiment un grand entrepreneur, n'est-ce pas ?» demanda Gabriel, tandis que Julie et Lucie s'éloignaient. Pour préparer une autre carafe de limonade. Antoine eut un sourire mélancolique. « Je l'étais. Meubles du Bois est devenue la 3e plus grande chaîne de la région parisienne. Nous avons commencé avec une petite menuiserie, ma femme et moi. Elle avait un talent incroyable pour le design d'intérieur, transformant du bois ordinaire en pièces d'art. Que s'est-il passé ? Demanda doucement Gabriel, se rendant compte qu'il avait abordé un sujet délicat. Le vieil homme respira profondément, regardant l'horizon comme quelqu'un qui revoit les fantômes du passé. Une ambition démesurée, principalement la mienne, et la confiance en des personnes qui ne la méritaient pas. Nous avions 5 magasins prospères quand j'ai décidé d'étendre à 10 d'un seul coup. J'ai fait entrer un associé, un ami de longue date, qui semblait avoir les bons contacts. Sa voix faiblit un moment. Il a détourné de l'argent, contracté des emprunts au nom de l'entreprise. Quand la crise économique est arrivée, nous n'avons pas pu nous maintenir. J'ai tout perdu en moins d'1 an. Les magasins, la maison à Neuilly-sur-Seine, le respect sur le marché. Et votre femme ? Marie n'a pas supporté le changement. Nous sommes passés d'une maison confortable à cet endroit. Elle est tombée, malade, a perdu la volonté de vivre. Elle est partie 5 ans plus tard. Antoine essuya discrètement une larme qui s'obstinait à couler. Savez-vous ce qui est le plus ironique ? Le nom de mon ex-associé était Confiance, Édouard Confiance. Quelque chose se glaça en Gabriel. Édouard Confiance ? L'homme d'affaires du secteur immobilier ? Vous le connaissez ? Oui, après avoir ruiné notre entreprise, il s'est tourné vers le marché immobilier. D'après ce que j'ai entendu, il est devenu millionnaire en construisant des résidences de luxe. Gabriel connaissait Édouard Confiance non seulement de nom, mais personnellement. L'homme était membre du même club exclusif que lui fréquentait. Et coïncidence, il négociait un possible partenariat avec Morotech pour des systèmes d'automatisation dans ses projets les plus récents. Avant qu'il ne puisse partager cette information, Julie revint en courant accompagnée d'un ami du même âge. « Monsieur Gabriel, voici Michel. C'est mon meilleur ami et il veut savoir s'il peut travailler avec nous au stand de limonade. » Le garçon maigrichon, aux cheveux crépus et aux yeux vifs, semblait anxieux et plein d'espoir. « Je sais faire des calculs super vite, » assura Michel, tendant la main à Gabriel avec un sérieux qui aurait été comique s'il n'était pas si émouvant. « Et je connais tout le monde ici, dans le quartier. Je peux aider à faire de la publicité. » C'est à ce moment qu'une idée plus grande commença à se former dans l'esprit de Gabriel. Pas seulement un stand de limonade, mais quelque chose qui pourrait impliquer plus d'enfants, créer des opportunités, enseigner de véritables compétences, peut-être même réparer d'une certaine façon l'injustice subie par la famille Dubois. « Bien sûr que tu peux te joindre à nous, Michel, » répondit Gabriel, serrant la main du garçon. « En fait, je pense à élargir un peu le projet. Que diriez-vous de transformer cela en un petit collectif? Limonade communautaire de la Courneuve ou quelque chose comme ça? Nous pourrions impliquer plus d'enfants, chacun avec une fonction spécifique. » Les yeux de Julie brillèrent à cette idée. Comme une vraie entreprise. Exactement. Avec des départements, des responsabilités et, le plus important, un partage des bénéfices. Lucie, qui revenait avec une assiette de biscuits faits maison, s'arrêta en entendant la conversation. Monsieur Moreau de Gabriel,
Cela ne devient-il pas trop grand pour un simple stand de limonade? Gabriel sourit, ressentant un enthousiasme authentique qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Madame Dubois, parfois les plus grandes transformations commencent par les choses les plus simples. Faites-moi confiance, cela pourrait être le début de quelque chose de vraiment spécial. Tandis que le soleil commençait à se coucher à l'horizon de la Courneuve, projetant des rayons dorés sur le nouveau stand de limonade, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer comment ce petit projet transformerait leur vie et la communauté entière dans les semaines à venir. 3 semaines s'écoulèrent, et ce qui avait commencé comme un simple stand de limonade s'était transformé en quelque chose que personne à la Courneuve n'aurait pu imaginer. La limonade communautaire, comme le projet avait été baptisé, comptait maintenant 5 stands colorés, stratégiquement positionnés à différents endroits du quartier, chacun exploité par un groupe de 3 enfants supervisés par un adulte volontaire. Le samedi se leva ensoleillé, parfait pour la consommation de boissons rafraîchissantes. Sur la place centrale de la Courneuve, normalement un espace simple avec quelques bancs en béton et des arbres mal entretenus, quelque chose de différent se produisait. Une petite foule se rassemblait autour du stand principal, décoré de ballons colorés et d'une bannière annonçant « Festival de la limonade communautaire. Essayez nos 7 saveurs ». Julie, portant un tablier vert avec le logo du projet, un citron souriant dessiné par elle-même et numérisé par l'équipe de design de Morotech, coordonnait les activités avec une confiance surprenante pour ses 11 ans. « Michel, nous avons besoin de plus de gobelets au stand du parc linéaire. » « Françoise, comment est le stock de citron au stand de l'école ?» La fillette parlait dans un talkie-walkie simple, l'un des nombreux que Gabriel avait acheté pour faciliter la communication entre les équipes. À ses côtés, Antoine Dubois observait sa petite fille avec une fierté évidente. Le vieil, homme qui avait initialement hésité à participer, était maintenant le conseiller financier officiel du projet, enseignant aux enfants à calculer les coûts, les marges bénéficiaires et l'importance de réinvestir une partie des gains. Elle. « À votre façon de faire, vous savez ?» commenta Lucie, s'approchant de son père avec un plateau de chaussons au citron, une autre innovation récente du projet. Cette détermination, ce regard concentré quand elle fait des calculs. Antoine sourit, ému. « Je pense qu'elle tient de son grand-père, ou peut-être de sa grand-mère. Marie a toujours été la véritable force derrière Meubles Dubois, même si peu de gens le savaient. » Gabriel arriva sur la place peu après, garant sa voiture discrètement dans une rue latérale. Ces dernières semaines, il avait pris soin de minimiser les différences évidentes entre son monde et celui de la communauté. Bien qu'il portât toujours des vêtements de marque, il optait pour des pièces plus simples et laissait le chauffeur attendre à quelques pâtés de maison. « Bonjour. »« À tous !» salua-t-il, s'approchant du stand principal. « Comment ça se passe aujourd'hui ?»« Monsieur Gabriel » s'exclama Julie, courant pour l'embrasser, un geste qui était devenu naturel entre eux. « Nous avons déjà vendu presque tout le stock du matin, et la nouvelle saveur, citron avec fruits de la passion et menthe, fait un malheur. C'est fantastique, » répondit-il, sincèrement impressionné. « Et comment vont les autres stands ?»« Tous fonctionnent à plein régime. Michel coordonne les livraisons de fournitures. Et Madame Mathilde, vous savez, la mère de Jean, apprend aux enfants du stand près de l'épicerie à servir avec une courtoisie particulière. » Gabriel observa l'activité alentour. Ce qui l'impressionnait le plus n'était pas seulement le succès commercial du projet, mais l'impact social visible. Des enfants qui seraient autrement inoccupés ou exposés aux dangers des rues participaient maintenant à une activité structurée, apprenant des concepts d'entrepreneuriat, de travail d'équipe et de responsabilité financière. Des parents qui avaient initialement regardé avec méfiance l'initiative du Richard, comme certains l'appelaient, se portaient maintenant volontaires pour aider. « Monsieur Moreau », appela Antoine, s'approchant avec sa canne, « nous avons un petit problème à résoudre. Les ventes dépassent nos attentes et notre fournisseur de citron ne pourra pas répondre à la demande de la semaine prochaine. »« C'est ce que j'appellerais un bon problème à avoir, » répondit Gabriel en souriant. « Une suggestion ?» Le vieil homme acquiesça. « En fait, oui, il existe une coopérative de petits producteurs à Saint-Denis. À l'époque de Meubles Dubois, j'achetais occasionnellement du bois chez eux. En plus des citrons, ils ont d'autres
agrumes et fruits que nous pourrions utiliser pour élargir encore notre gamme de produits. Gabriel admirait de plus en plus l'expérience et les connaissances d'Antoine. L'ancien entrepreneur, malgré les revers de la vie, maintenait un réseau de contacts et une compréhension profonde des chaînes d'approvisionnement qui seraient précieuses dans n'importe quelle grande entreprise. Excellente idée. Nous pouvons leur rendre visite lundi si vous vous sentez disposé à m'accompagner. Ce sera un plaisir, répondit Antoine, avec une lueur dans les yeux que Lucie n'avait pas vue depuis des années. La matinée fut animée, les stands recevant un flux constant de clients. Vers midi, une camionnette se gara près de la place et une femme élégante en descendit, observant l'activité avec intérêt. Bien qu'elle portât des vêtements simples, jeans, t-shirt blanc et un blazer léger, il y avait quelque chose dans sa posture qui indiquait qu'elle n'était pas une résidente du quartier. « Qui est cette dame ?» demanda Lucie à Gabriel, remarquant comment l'inconnu étudiait attentivement chaque détail du projet. « Je n'en ai aucune idée, » répondit-il, tout aussi curieux. La femme s'approcha du stand principal où Julie servait joyeusement les clients. « Une limonade traditionnelle, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, souriant à la fillette. « Bien sûr, madame. C'est 4 €, répondit Julie professionnellement. Tandis que la fillette préparait la boisson, la femme continuait d'observer l'opération. « Vous avez une entreprise très intéressante ici, » commenta-t-elle. « Depuis combien de temps fonctionne-t-elle ?»« Nous en sommes à 3 semaines avec le projet complet, » expliqua Julie fièrement. « Mais ça a commencé avec juste un petit stand, le mien, puis Monsieur Gabriel est apparu et est devenu mon associé. » Gabriel? La femme haussa un sourcil, semblant soudainement plus intéressée. « Oui, celui-là. » Julie pointa discrètement vers Gabriel, qui discutait avec quelques parents volontaires. « Il m'a tout appris sur les affaires et a aidé à créer le projet. » « Communautaire. Maintenant, nous avons 5 stands et plus de 15 enfants qui travaillent. »« Fascinant, » murmura la femme, buvant une gorgée de limonade. « C'est vraiment délicieux. Qui a créé la recette ?»« C'était ma grand-mère, » répondit Julie. « Elle l'a enseignée à ma mère, qui me l'a enseignée. C'est une recette de famille. Les meilleures choses le sont généralement, » acquiesça. La femme finissant sa boisson. « Cela vous dérange si je rencontre votre associé ?» Julie haussa les épaules. « Bien sûr que non. Monsieur Gabriel adore rencontrer de nouvelles personnes. » La femme s'approcha du groupe où se trouvait Gabriel, attendant patiemment qu'il remarque sa présence. « Gabriel Moreau, » dit-elle, lorsque leurs regards se croisèrent enfin. « Je n'aurais jamais imaginé vous trouver ici. » Gabriel fronça les sourcils, essayant de se rappeler d'où il la connaissait. « Pardonnez-moi, mais nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Claire Valmont de la Fondation Nouveau Jour, elle tendit la main. « Nous nous sommes brièvement rencontrés au Forum économique de l'année dernière. Vous ne vous souvenez probablement. Pas, il y avait des centaines de personnes qui voulaient de votre attention. » Le nom fit immédiatement réagir Gabriel. Claire Valmont était une femme d'affaires prospère qui avait vendu son entreprise de biotechnologie pour une fortune et consacrait maintenant son temps et ses ressources à des projets sociaux à travers sa fondation. « Bien sûr, Claire, je me souviens maintenant, » répondit-il serrant sa main. « Qu'est-ce qui vous amène à la Courneuve ? J'ai entendu des rumeurs concernant un projet intéressant impliquant des enfants et l'entrepreneuriat dans des communautés défavorisées. Je suis venu vérifier personnellement, » expliqua-t-elle, regardant autour d'elle. « Je n'imaginais pas que vous seriez derrière cela. » En réalité, le mérite revient principalement à ces personnes incroyables. Gabriel fit un geste indiquant Julie, Lucie et les autres impliqués. J'ai juste donné une petite impulsion initiale. Claire sourit, clairement sceptique qui a sa modestie. Une petite impulsion qui a transformé un stand de limonade en un projet communautaire structuré, intéressant. Elle demanda à mieux connaître l'initiative et Gabriel la présenta à Antoine, qui expliqua le système financier créé pour le projet où une partie des bénéfices était répartie entre les enfants participants, une partie était réinvestie dans l'expansion et une autre partie allait à un fonds communautaire. Nous pensons utiliser le fonds pour rénover la bibliothèque de l'école locale, expliqua le vieil homme avec enthousiasme. Les enfants ont voté et décidé que l'éducation serait le premier investissement communautaire. Claire semblait de plus en plus impressionnée. Vous n'enseignez pas seulement l'entrepreneuriat, mais aussi la citoyenneté et la responsabilité sociale. C'est exactement le type d'initiative que la Fondation
Un nouveau jour cherche à soutenir. Lucie, qui était restée un peu à l'écart, en observant la conversation, s'approcha finalement. Il y avait quelque chose dans la façon dont Claire regardait Gabriel qui la dérangeait, bien qu'elle ne sache pas exactement pourquoi. « Madame Valmont, c'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Lucie tendant la main. « Je suis Lucie Dubois, la mère de Julie et membre de l'équipe de coordination du projet. »« Le plaisir est le mien, » répondit Claire, la saluant cordialement. « Votre fille est extraordinaire, très mature et éloquente pour son âge. »« Merci, elle a toujours été déterminée, » répondit Lucie avec fierté. « Elle tient ça de mon père, je crois. » La conversation fut interrompue par Michel, qui arriva en courant avec son talkie-walkie en main. « Madame Lucie, Julie, la télé est là !» Tous se tournèrent pour voir une petite équipe de reportage d'une chaîne locale s'approcher avec une jeune journaliste en tête tenant un microphone. « On dirait que vous devenez célèbre », commenta Claire, observant de l'agitation. « Je ne sais pas comment ils ont découvert le projet », murmura Gabriel, préoccupé par cette exposition inattendue. « J'y suis peut-être pour quelque chose », admit Claire avec un sourire énigmatique. « La Fondation a de bons contacts dans les médias, et des histoires inspirantes comme celle-ci méritent de la visibilité. » Avant que Gabriel puisse répondre, la journaliste était déjà proche, se présentant comme René Alvert de TV Communauté. « Nous réalisons une série de reportages sur des initiatives qui transforment les communautés, » expliqua-t-elle, tandis que le caméraman positionnait la caméra. « Nous avons entendu parler du projet de limonade communautaire et avons été impressionnés. Pouvons-nous faire quelques interviews ?» Julie, sans aucune timidité, fut la première à se porter volontaire. Avec une aisance surprenante, elle expliqua devant la caméra comment tout avait commencé, depuis son stand solitaire dans le parc jusqu'à la rencontre avec Gabriel et l'expansion du projet. Pendant que l'interview se déroulait, Claire s'approcha, à nouveau de Gabriel. « Vous savez, la Fondation recherche des projets comme celui-ci pour investir, » commenta-t-elle à voix basse. « Quelque chose d'authentique, qui naît de la communauté elle-même et qui a un potentiel de croissance durable. J'aimerais en discuter davantage dans un environnement plus tranquille. » Gabriel la regarda avec intérêt. « Je suis sûr que les enfants et les familles seraient enthousiastes à l'idée d'étendre encore davantage le projet. »« Je ne parle pas seulement d'expansion, Gabriel, » précisa Claire. « Je parle de réplication. Un modèle qui pourrait être adapté à d'autres communautés, d'autres réalités. Ce que vous avez construit ici est extraordinaire, non pas par la taille, mais par l'impact. » L'idée résonna en Gabriel d'une manière qu'il n'attendait pas. En 3 semaines, il avait été témoin de transformations remarquables, pas seulement chez les enfants, mais chez les adultes dans la communauté entière. Le sentiment d'appartenance, de capacité, d'espoir en l'avenir. Et si cela pouvait être reproduit à plus grande échelle? « J'ai une proposition à faire, » poursuivit Claire. La Fondation pourrait financer non seulement l'expansion de ce projet spécifique, mais la création d'un centre communautaire ici à La Courneuve. Un espace où les enfants pourraient en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, la technologie, les arts, un véritable hub de transformation sociale. Les Six Ties, yeux de Gabriel brillèrent à cette possibilité. Ce serait extraordinaire. Réfléchissez-y, suggéra Claire, lui remettant une carte. Nous pouvons nous réunir la semaine prochaine pour discuter des détails. Amenez Antoine et qui vous jugez important pour le processus décisionnel. La Fondation n'impose pas de projet. Nous soutenons ce que la communauté désire et dont elle a réellement besoin. » Tandis qu'il observait Claire faire ses adieux à tous et retourner à sa camionnette, Gabriel sentit une main toucher son bras. C'était Lucie, avec une expression qui mêlait espoir et inquiétude. « Elle est vraiment sérieuse au sujet du centre communautaire ?» demanda-t-elle, sa voix révélant une émotion contenue. « Il semblerait que oui, » répondit Gabriel, assimilant encore la conversation. « Qu'en pensez-vous » Lucie regarda Julie qui expliquait maintenant avec enthousiasme le système de comptabilité à la journaliste, avec Antoine à ses côtés, observant fièrement. « Je pense que ce serait un rêve devenu réalité, » répondit-elle finalement, ses yeux rencontrant ceux de Gabriel. « Mais j'ai peur de rêver trop grand et d'être déçu, » compléta-t-il doucement. Elle acquiesça la vulnérabilité évidente dans son regard. « Lucie, » dit Gabriel, touchant légèrement sa main, «
Parfois, les plus grands rêves sont ceux qui valent le plus la peine d'être poursuivis. Et cette fois, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le moment entre eux fut interrompu par Julie, qui arriva en courant, suivie par la journaliste. « Maman, monsieur Gabriel, la journaliste veut vous interviewer tous les deux ensemble. Elle a dit que vous êtes les mentors du projet. » Tandis que Gabriel et Lucie se positionnaient pour l'interview, une pensée traversa l'esprit de Gabriel. Dans toutes les nombreuses interviews qu'il avait données au cours de sa carrière, parlant de fusion milliardaire et d'innovation technologique, il n'avait jamais ressenti la fierté et la satisfaction qu'il ressentait maintenant, aux côtés de cette famille qui avait transformé sa vie autant qu'il avait transformé la leur. Le reportage sur la limonade communautaire fut diffusé un dimanche soir et l'impact fut immédiat. Le lundi, le téléphone de la petite maison des Dubois ne cessa de sonner. Des journalistes, des représentants d'entreprises intéressées à parrainer le projet et même des politiciens locaux voulaient en savoir plus sur l'initiative qui unissait un milliardaire de la technologie et une communauté de la banlieue parisienne. Gabriel, habitué à l'attention des médias, essayait de protéger la famille Dubois d'une exposition excessive, filtrant les demandes par l'intermédiaire de son service de presse. Pendant ce temps, il se préparait pour la réunion avec Claire Valmont et sa fondation, prévue pour cet après-midi. « Vous êtes sûr de vouloir que je vienne avec vous ?» demanda Antoine, ajustant le col de la chemise que Lucie avait soigneusement repassé pour l'occasion. C'était un vêtement ancien gardé de l'époque de meubles Dubois, mais qui conservait encore l'élégance discrète qui avait toujours caractérisé l'entrepreneur. « Absolument », répondit fermement Gabriel. « Vos connaissances et votre expérience sont fondamentales pour ce projet. De plus, vous connaissez la communauté bien mieux que moi. » Les deux hommes marchaient dans le salon de la maison des Dubois, attendant Lucie, qui avait été invitée à la dernière minute à la réunion à la demande de Claire. « Vous savez, » commenta Antoine, s'appuyant sur sa canne tout en observant par la fenêtre les enfants jouant dans la rue. « Quand nous avons tout perdu, ce qui a fait le plus mal n'était pas la ruine financière, mais le sentiment d'avoir échoué envers ma famille, envers les personnes qui me faisaient confiance. » Gabriel acquiesça, comprenant profondément ce sentiment, même si c'était pour des raisons différentes. Tous les jours, je me demandais à quoi a servi de tant construire, si à la fin je n'ai pas pu protéger ce qui comptait vraiment, continua le vieil homme. Pendant des années, j'ai porté cette culpabilité comme une pierre sur la poitrine. Et maintenant ? Demanda doucement Gabriel. Un petit sourire apparut sur le visage ridé d'Antoine. Maintenant, en voyant ma petite fille diriger ce projet, je réalise que tout n'est pas perdu. L'esprit d'entreprise, la volonté de construire quelque chose de significatif, cela a survécu. Et c'est peut-être l'héritage le plus important que je pourrais laisser. Avant que Gabriel ne puisse répondre, Lucie entra dans la pièce. Elle s'était efforcée pour l'occasion, portant une robe simple mais élégante qu'elle avait elle-même cousue. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon pratique, étaient détachés encadrant son visage d'une manière qui accentuait sa beauté naturelle. « Je suis présentable ?» demanda-t-elle, avec une insécurité qui contrastait avec sa détermination habituelle. « Vous êtes magnifique », répondit Gabriel, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Une légère rougeur colora les joues de Lucie, tandis qu'Antoine observait l'interaction avec un sourire discret. « Julie restera avec Madame Hélène », informa-t-elle, changeant rapidement de sujet. « Tout est sous contrôle au stand aujourd'hui. Michel coordonne les opérations comme un petit général. » Le trajet jusqu'au siège de la Fondation Nouveau Jour, situé dans un immeuble moderne, dans le quartier de la Défense, se fit dans la voiture de Gabriel. En chemin, Lucie regardait par la fenêtre, observant la transformation progressive du paysage, des rues étroites et des maisons simples de la Courneuve au gratte-ciel miroitant, à du centre financier de Paris. C'est comme si c'étaient des mondes différents, n'est-ce pas? Commenta-t-elle presque pour elle-même. Mais il ne devrait pas l'être, répondit Gabriel. C'est cette séparation qui crée tant de nos problèmes sociaux. Antoine, assis à côté du chauffeur, se tourna pour participer à la conversation. À mon époque, chez Meubles Dubois, j'essayais de maintenir un pont entre ces mondes. Nous embauchions des résidents de communautés, offrions de la formation, de véritables opportunités de croissance. Cela a fonctionné pendant de nombreuses années. C'est exactement ce que je compte faire avec le projet de limonade communautaire, affirma Gabriel,
Il ne s'agit pas seulement d'enseigner l'entrepreneuriat aux enfants, mais de créer des ponts durables entre des réalités qui semblent distantes, mais qui ne devraient pas l'être. Le siège de la Fondation Nouveau Jour occupait 3 étages d'un immeuble commercial. L'espace impressionnait par la combinaison de modernité et d'accueil, des meubles de design contemporain, de nombreuses plantes naturelles et des murs couverts de photographies de projets sociaux soutenus par l'institution. Claire Valmont les accueillit personnellement à la réception, vêtue d'un ensemble élégant mais discret, dans des tons de bleu. « Soyez les bienvenus », salua-t-elle avec un sourire chaleureux. « Antoine, Lucie, c'est un plaisir de vous recevoir ici. » La façon dont Claire s'adressa d'abord au Dubois et non à Gabriel ne passa pas inaperçue. C'était un petit geste, mais significatif, démontrant qu'elle comprenait qui étaient les véritables protagonistes de cette histoire. « J'ai préparé une petite présentation sur ce que la Fondation pourrait offrir à votre projet, » expliqua Claire, les conduisant à une salle de réunion avec une vue panoramique sur la ville. « Mais avant, j'aimerais beaucoup vous entendre. Quelle est votre vision pour l'avenir de la limonade communautaire ?» Antoine fut le premier à parler, surprenant même Lucie par son éloquence et sa clarté d'idées. L'ancien entrepreneur décrivit comment le projet pourrait évoluer vers un programme structuré de formation entrepreneuriale, enseignant depuis les principes de base des affaires jusqu'aux notions de comptabilité, de marketing et de service client. Le plus important, souligna-t-il, c'est que les enfants n'apprennent pas seulement à gagner de l'argent, mais à l'utiliser de façon consciente, en réinvestissant dans la communauté et en créant un cycle vertueux de développement. Lucie compléta la vision de son père, parlant de la façon dont le projet avait déjà eu un impact positif sur l'estime de soi des enfants et l'unité de la communauté. Avant, beaucoup de nos jeunes ne voyaient pas d'avenir au-delà des limitations du quartier, expliqua-t-elle. Maintenant, ils discutent de plans, rêvent de possibilités, parlent d'universités, de créer leurs propres entreprises. C'est un changement de mentalité qui va bien au-delà de la vente de limonade. Gabriel observait avec admiration tandis que les deux parlaient. En quelques semaines, il avait été témoin d'une transformation remarquable chez Antoine, qui semblait avoir retrouvé une partie de l'éclat et de la confiance de ses jours en tant qu'entrepreneur prospère. Quant à Lucie, elle avait toujours été forte et déterminée, mais elle démontrait maintenant une confiance dans ses propres idées qu'elle semblait auparavant réprimer. « Et vous, Gabriel ?» demanda Claire, tournant son attention vers lui. « Comment ce projet s'intègre-t-il dans votre vie, dans vos affaires ?» La question le prit par surprise. Depuis le début, il avait considéré le projet comme quelque chose de séparé de sa vie d'entreprise, presque une évasion, un refuge des pressions et des responsabilités de diriger une entreprise milliardaire. « Pour être honnête, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « j'ai commencé cela presque par hasard, sans grand plan. Mais maintenant, il fit une pause organisant ses pensées. Maintenant, je vois que ce n'est pas seulement un projet parallèle. C'est une opportunité de reconnecter mon entreprise avec l'objectif original qui m'a conduit à la fonder. Utiliser la technologie pour améliorer des vies, créer des opportunités, démocratiser l'accès à la connaissance. » Claire acquiesça, satisfaite de la réponse. C'est exactement ce que nous recherchons chez nos partenaires. Pas seulement des ressources financières, mais un engagement authentique envers la transformation sociale. La réunion se poursuivit avec Claire présentant ce que la Fondation pourrait offrir: financement pour la construction du centre communautaire, équipe technique pour structurer des programmes éducatifs, connexion avec d'autres initiatives similaires pour l'échange d'expériences et un modèle de gouvernance qui garantirait la durabilité du projet à long terme. Le différentiel de notre approche, expliqua-t-elle, c'est que nous ne voulons pas seulement construire quelque chose et le remettre à la communauté. Nous voulons que la communauté participe à chaque étape, de la planification à la gestion continue. Tandis qu'ils discutaient de détails techniques et bureaucratiques, la porte de la salle de réunion s'ouvrit et un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccable, entra avec un sourire cordial. « Pardonnez-moi l'interruption, » dit-il. « Claire, j'avais juste besoin de confirmer quelques détails concernant l'événement de demain. » « Richard, quelle bonne surprise !» répondit Claire, se levant pour l'accueillir. « Laissez-moi vous présenter nos invités. Voici Richard Allard, notre directeur du développement et l'un des fondateurs de la Fondation. » Gabriel se leva pour saluer le nouveau venu, mais remarqua qu'Antoine
avait soudainement pâli, s'agrippant fermement au bras de la chaise. « Antoine Dubois ?» Richard sembla tout aussi surpris. « Mon Dieu, combien de temps? Vous êtes vivant, malgré tout », compléta Antoine, avec une froideur que Gabriel n'avait jamais observée chez le vieil homme gentil. Lucie regardait de l'un à l'autre, confuse face à la tension soudaine. « Vous vous connaissez ?» demanda Claire, percevant l'atmosphère lourde qui s'était installée. « Oh oui », répondit Richard visiblement mal à l'aise. « Antoine et moi avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. En fait, j'ai été directeur commercial de Meubles Dubois pendant presque une décennie, jusqu'à être promu directeur de l'expansion, » ajouta Antoine, avec un ton qui mêlait amertume et ironie. « Et après cela, eh bien, disons que nos chemins ont pris des directions très différentes. » La tension était palpable. Claire, percevant qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire, tenta d'adoucir le moment. « Quelle coïncidence merveilleuse! Je suis sûr que vous aurez beaucoup à vous dire et, en fait, interrompit Antoine se levant avec difficulté, appuyé sur sa canne, je crois que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Lucie, Gabriel, pourrions-nous poursuivre cette conversation à un autre moment? » Gabriel, percevant l'inconfort évident du vieil homme, acquiesça immédiatement. « Bien sûr, Antoine. Claire, nous vous remercions beaucoup pour la présentation et l'intérêt de la Fondation. Nous pouvons reprendre les détails ultérieurement. » Tandis qu'il prenait de congé, Richard restait silencieux avec une expression difficile à déchiffrer, quelque chose entre culpabilité et appréhension. Alors qu'ils sortèrent de la salle, il parla finalement. « Antoine, j'ai toujours voulu vous chercher après tout ce qui s'est passé, mais vous étiez trop occupé à profiter des opportunités qui ont émergé de notre ruine, » compléta le vieil homme, avec une dignité qui impressionna tout le monde. « Ne vous inquiétez pas, Richard. La vie enseigne des leçons précieuses, même si c'est à travers des personnes qui nous déçoivent. » Dans l'ascenseur, descendant en silence, Lucie tint la main de son père, préoccupée par sa pâleur et sa respiration accélérée. « Papa, vous allez bien? Voulez-vous qu'on s'arrête à l'hôpital? »« Je vais bien, ma fille, » répondit-il, respirant profondément. « Certaines surprises sont plus difficiles à digérer que d'autres, c'est tout. » Déjà dans la voiture, tandis que Séverin conduisait, de retour vers la Courneuve, Gabriel rompit finalement le silence tendu. « Antoine, qui est exactement Richard Allard, que s'est-il passé entre vous ?» Le vieil homme regarda par la fenêtre pendant quelques instants, comme s'il organisait ses pensées et ses émotions. « Richard était mon bras droit chez Meubles Dubois, » expliqua-t-il finalement. « Il était comme un fils pour moi. Je l'ai formé, lui ai fait confiance, lui ai confié l'expansion de l'entreprise. » Sa voix trembla légèrement. Quand Édouard Confiance s'est approché avec la proposition d'association, c'est Richard qui l'a amené, qui a garanti son intégrité, qui m'a convaincu d'accepter l'affaire. « Et il connaissait les intentions de Confiance ?» demanda Gabriel, commençant à connecter les points. « Non seulement il les connaissait, » répondit Antoine avec amertume, « il a participé activement au stratagème. Quand tout s'est effondré, Richard avait déjà assuré son avenir, une position de premier plan dans les entreprises de Confiance. Il est sorti des décombres de ma vie directement vers un bureau luxueux. » Lucie semblait aussi choquée que Gabriel. « Papa, vous ne m'avez jamais raconté ces détails. Pourquoi faire, ma fille? C'était déjà assez difficile de reconstruire nos vies, de prendre soin de ta mère malade, de trouver un endroit où vivre. Garder de la rancœur aurait seulement consumé le peu d'énergie qui me restait. » La voiture avançait à travers la ville, naviguant entre les extrêmes de Paris, de la richesse à la pauvreté, de l'asphalte parfait aux rues défoncées. Gabriel ressentait une indignation croissante, non seulement pour l'histoire d'Antoine, mais pour le système qui permettait de telles injustices. « Et maintenant, il est dans une fondation dédiée aux projets sociaux, » commenta Gabriel avec une évidente ironie. « La vie a ses paradoxes. Ou peut-être est-ce la façon qu'il a trouvée pour tenter de réparer le mal qu'il a causé, » suggéra Lucie, cherchant toujours à voir le meilleur chez les gens. Antoine se contenta de secouer la tête sceptique. « Certaines dettes ne peuvent pas être payées avec de la charité, ma fille. » En arrivant à la Courneuve, Julie les attendait anxieusement à la porte avec Michel et d'autres enfants du projet. Leurs visages animés contrastaient avec l'atmosphère lourde à l'intérieur de la voiture. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle, contenant à peine son excitation.
Nous aurons notre centre. Communautaire? L'innocence et l'enthousiasme de la fillette brisèrent immédiatement la tension. Antoine, qui quelques secondes auparavant semblait accablé par le poids des souvenirs douloureux, adressa un sourire sincère à sa petite fille. « Nous sommes sur la bonne voie, petite entrepreneuse », répondit-il, caressant ses cheveux, « mais nous avons quelques décisions importantes à prendre. » Tandis que les enfants bombardaient Lucie de questions sur la fondation et le possible centre communautaire, Gabriel retint légèrement le bras d'Antoine, le gardant en arrière. « Nous devons parler de Richard et d'Édouard Confiance, » dit-il, à voix basse. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Le regard d'Antoine révéla curiosité et appréhension. « Quoi donc ?» Morotech est en négociation avancée avec le groupe Confiance pour un projet de domotique dans ses nouveaux développements immobiliers. Un contrat de plusieurs millions. Le vieil homme acquiesça lentement, comprenant les implications. « Et maintenant, vous reconsidérez cette affaire. »« Je repense à beaucoup de choses, » répondit Gabriel, regardant Julie et les autres enfants, qui montraient maintenant fièrement à Lucie les résultats de la journée au stand de limonade, y compris ce que signifie réellement faire la différence dans ce monde. L'auditorium de l'école municipale de la Courneuve était méconnaissable. Les murs écaillés avaient reçu une nouvelle peinture au ton vibrant, l'ancien sol avait été remplacé et un système moderne de son et de projection installé. De nouvelles chaises, organisées en demi-cercle, accueillaient environ 200 personnes, résidents de la communauté, journalistes, représentants d'entreprises et autorités locales. Sur la scène improvisée, une bannière colorée annonçait « Centre communautaire Limonade, inauguration ». À côté, une maquette détaillée montrait le projet complet. Un bâtiment de 2 étages avec des salles polyvalentes, une bibliothèque, un laboratoire informatique, une cuisine industrielle et un vaste espace pour des foires et des événements. Coulisses, Julie ajustait nerveusement la robe jaune que sa mère avait cousue spécialement pour l'occasion. À ses côtés, tout aussi anxieux, se trouvaient Michel et les autres enfants qui participaient au projet depuis le début. « Et si j'oublie le discours ?» chuchota-t-elle à Lucie, qui arrangeait pour la 3e fois le ruban dans ses cheveux. « Tu n'oublieras pas, mon amour, » rassura la mère. « Mais même si tu oublies une partie, parle avec ton cœur, c'est ce qui compte. » Près d'elle, Gabriel discutait à voix basse avec Antoine. Les 3 dernières semaines avaient été intenses pour tous. Après la rencontre inattendue avec Richard Allard, Gabriel avait pris des décisions qui avaient surpris le monde des affaires. Il avait annulé les négociations avec le groupe Confiance, malgré le contrat lucratif, et annoncé que Morotech investirait directement dans le projet communautaire de la Courneuve, sans intermédiaire. Claire Valmont, après avoir entendu l'histoire complète de Meubles du Bois, avait décidé de maintenir le soutien de la Fondation Nouveau Jour, mais avait écarté temporairement Richard de la gestion du projet pendant qu'un audit interne enquêtait sur son passé. La nouvelle avait provoqué un petit séisme dans le secteur associatif, avec des spéculations sur les raisons réelles de cet écartement. « Prêt pour le grand jour ?» demanda Gabriel au vieil homme, qui portait un costume simple mais élégant, un cadeau qu'il avait d'abord refusé, mais finit par accepter après beaucoup d'insistance. « Je n'aurais jamais imaginé être à nouveau sur une scène, présentant un projet, » répondit Antoine, avec un mélange de nervosité et de satisfaction. « Je pensais que cette partie de ma vie était terminée pour toujours. Certaines histoires méritent un nouveau chapitre, » commenta Gabriel, ajustant la cravate de son ami. Le brouhaha dans la salle augmenta lorsque les portes principales s'ouvrirent et qu'Édouard Confiance entra, accompagné de gardes du corps et d'assistants. L'homme d'affaires, figure connue dans les cercles de pouvoir parisiens, semblait déplacé dans cet environnement. Ses yeux parcoururent l'auditorium jusqu'à trouver Gabriel et Antoine en coulisses. « Il est vraiment venu », murmura Antoine tendu. « Comme il l'avait promis », répondit Gabriel. « La lettre que vous avez écrite a dû toucher un point sensible. » Quelques semaines auparavant, après de longues conversations sur le pardon et la justice, Antoine avait décidé d'écrire une lettre à Édouard Confiance, l'invitant à l'inauguration du centre communautaire. Ce n'était pas un geste de réconciliation, avait expliqué le vieil homme, mais une façon de montrer que, malgré tout, il avait avancé et trouvé un nouveau but. À la surprise de tous, Confiance avait non seulement répondu en acceptant l'invitation, mais avait également exprimé son intérêt à connaître le projet,
bien qu'il n'ait rien mentionné sur le passé ni offert aucun type d'excuse. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de prendre place. Notre cérémonie commencera dans 5 minutes, annonça le directeur de l'école au microphone. L'auditorium se remplit rapidement. Au premier rang, Claire Valmont souriait avec encouragement aux enfants qui attendaient nerveusement leur tour de monter sur scène. À ses côtés, une chaise vide marquait la place de Richard Allard, qui avait décidé de ne pas venir après la répercussion négative de son écartement. La cérémonie commença avec l'hymne national, exécuté par la chorale d'enfants de l'école. Ensuite, le directeur fit une brève introduction parlant de l'importance de ce moment pour la communauté de la Courneuve. Ce projet est né d'un simple stand de limonade, expliqua-t-il, mais a grandi grâce à la détermination d'une enfant, à la sagesse d'un grand-père, au soutien d'un entrepreneur visionnaire et au travail inlassable de toute une communauté. C'est avec immense fierté que j'invite sur scène Julie Dubois, la petite grande entrepreneuse qui a inspiré tout cela. Des applaudissements chaleureux accueillirent Julie, qui marcha timidement jusqu'au microphone. Pendant un moment, elle sembla figée devant le public, mais ses yeux rencontrèrent ceux de son grand-père et de Gabriel, qui l'encourageaient depuis les coulisses. Avec un profond soupir, elle commença son discours. « Il y a 2 mois, j'étais dans le parc à vendre de la limonade, parce que je voulais aider ma mère à payer le loyer. » Sa voix, initialement tremblante, gagna en assurance à mesure qu'elle continuait. « J'étais triste parce que personne ne s'arrêtait pour acheter. Puis M. Gabriel est apparu, et il n'a pas seulement acheté toute ma limonade, mais il a aussi cru en moi. » La simplicité et l'honnêteté de ces mots captivèrent le public. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes, tandis que les caméras enregistraient chaque moment. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement un stand de limonade. Nous sommes une communauté qui a appris à travailler ensemble, à rêver ensemble, à construire ensemble, continua Julie. Ce centre communautaire n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole de ce que nous pouvons faire quand nous croyons en nous-mêmes et les uns dans les autres. En concluant son discours, la fillette reçut une ovation debout. Beaucoup dans le public essuyaient discrètement des larmes, touchés par l'éloquence naturelle de cet enfant de seulement 11 ans. Ensuite, ce fut au tour d'Antoine Dubois. Le vieil homme marcha lentement jusqu'au centre de la scène, appuyé sur sa canne, mais avec une posture qui rappelait ses jours d'entrepreneur prospère. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas, commença-t-il, mais il y a 3 décennies, j'étais propriétaire d'une chaîne de magasins appelée Meubles Dubois. J'ai construit une entreprise à partir de rien, je l'ai vu grandir et finalement s'effondrer. » Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux d'Édouard Confiance dans le public, mais il n'y avait pas de colère dans son regard, seulement une sérénité qui venait de l'acceptation. Quand nous avons tout perdu, j'ai pensé que mon histoire, en tant qu'entrepreneur, était terminée, que mon héritage serait seulement l'échec. Il fit une pause, ému. Mais le destin a ses chemins mystérieux. À travers ma petite fille Julie, j'ai redécouvert le véritable sens d'entreprendre. Ce n'est pas seulement une question de profit ou de croissance, mais d'impact, de transformation de vie, de construction de communauté. Le public écoutait dans un silence respectueux, absorbant chaque mot. Ce centre communautaire représente une seconde chance, pour moi, pour de nombreuses familles ici à La Courneuve, et spécialement pour nos enfants. Un lieu où la connaissance, la créativité et l'esprit d'entreprise seront cultivés non comme des outils d'accumulation individuelle, mais de transformation collective. Lorsqu'Antoine conclut son discours, les applaudissements furent assourdissants. Édouard Confiance, remarqua Gabriel, applaudissait discrètement avec une expression indéchiffrable. Après quelques autres discours institutionnels, vint le moment le plus attendu, la présentation détaillée du projet du centre communautaire. Gabriel monta sur scène accompagné de Lucie, qui ces dernières semaines avait assumé un rôle crucial dans la coordination des besoins de la communauté. Le centre communautaire Limonade sera plus qu'un espace physique, expliqua Gabriel, tandis que des diapositives montrèrent les détails du projet architectural. Ce sera un hub d'innovation sociale, où technologie, éducation et entrepreneuriat se rencontrent pour créer de réelles opportunités. Lucie compléta, détaillant les programmes qui seraient offerts. Nous aurons des cours de formation professionnels, des ateliers d'entrepreneuriat, des cours de technologie, des activités culturelles et un programme spécial d'incubation de petites entreprises locales.
La chimie entre les deux était évidente. Ils complétaient les phrases l'un de l'autre, partagèrent des regards complices, se déplaçaient en synchronie sur la scène. Cela n'échappa pas au présent, particulièrement à Julie, qui observait avec un sourire énigmatique. À la fin de la présentation vint le moment symbolique de la coupure du ruban, marquant officiellement le début des travaux du centre. Julie, Antoine, Gabriel et Lucie se positionnèrent côte à côte, chacun tenant un bout des grands ciseaux dorés. « À 3, annonça Julie. « 1, 2, 3. Le ruban jaune fut coupé au milieu d'applaudissements et de flashs d'appareils photo. Le projet, qui avait commencé avec un simple stand de limonade, s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, pas seulement en taille, mais en signification et en impact. Tandis que les invités se dirigèrent vers l'extérieur, pour un cocktail servi par les enfants du projet avec leur traditionnelle limonade en divers parfums, Édouard Confiance s'approcha discrètement d'Antoine. « Dubois, commença-t-il, visiblement mal à l'aise. Votre discours était percutant. » Antoine dévisagea l'homme qui avait contribué à sa ruine. Pendant un moment, le silence entre eux sembla porter le poids de décennies de chagrin et de ressentiment. « Merci d'être venu, Confiance », répondit finalement le vieil homme, avec une dignité qui impressionna même Gabriel, qui observait la scène de loin. « Il y a des choses dont j'aimerais discuter », continua Confiance, regardant nerveusement autour de lui. « À propos du passé, à propos de meubles du bois, peut-être pourrions-nous prévoir un déjeuner un de ces jours. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Antoine. Qui sait, l'avenir est plein de possibilités. Avec un signe poli, il s'éloigna pour rejoindre sa petite fille qui l'appelait avec enthousiasme pour lui montrer quelque chose. Gabriel observa Confiance rester en arrière, avec une expression qui mêlait regret et admiration. Il y avait quelque chose de transformateur dans l'air, comme si le projet ne changeait pas seulement la communauté de la Courneuve, mais touchait tous les impliqués de manières inattendues. Impressionnant comment il a géré Confiance, commenta Claire, s'approchant de Gabriel avec 2 verres de limonade spéciale. Peu aurait cette grandeur. Antoine est un homme extraordinaire, répondit Gabriel, acceptant la boisson. Il l'a toujours été, même quand il était au plus bas. Il avait juste besoin d'une opportunité pour le montrer à nouveau. Et vous, demanda Claire, l'étudiant avec intérêt. Comment gérez-vous votre propre transformation? La question prit Gabriel par surprise. Ma transformation. Allons, elle sourit. Le puissant PDG de Morotech, connu pour son obsession des résultats et de l'innovation technologique, annule soudainement des contrats millionnaires, passe ses après-midi dans une communauté défavorisée et semble plus heureux à vendre de la limonade avec des enfants qu'à conclure des affaires mondiales. Si ce n'est pas une transformation, je ne sais pas ce que c'est. Gabriel regarda autour de lui. Julie montrant fièrement le projet de la maquette à quelques visiteurs. Antoine, revitalisé, partageant son expérience avec de jeunes entrepreneurs locaux. Lucie, qui coordonnait efficacement l'équipe. De bénévoles, lançant occasionnellement des regards dans sa direction. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» répondit-il finalement. « J'ai passé des années à accumuler richesse, pouvoir, reconnaissance, cherchant à combler un vide, que je n'ai jamais complètement compris. Et c'est une fillette vendant de la limonade un jour de pluie qui m'a montré ce qui manquait vraiment. Et qu'était-ce? Un but, une connexion, la sensation que ce que je fais importe réellement, pas seulement pour le marché ou pour les actionnaires, mais pour des personnes réelles, avec des histoires réelles. » Claire acquiesça, compréhensive. « Et maintenant, vous allez abandonner Morotech et vous consacrer entièrement à des projets sociaux ?» Gabriel rit. « Pas nécessairement. En fait, je repense à l'objectif même de l'entreprise. Pourquoi? Séparer le succès commercial de l'impact social? Pourquoi ne pas intégrer les deux? Comment cela? Nous développons un programme appelé Morotech pour tous. L'idée est de démocratiser l'accès à la technologie et à l'éducation numérique, en commençant par des communautés comme la Courneuve. Ce centre communautaire sera le projet pilote, mais nous prévoyons d'étendre à d'autres régions du pays. La conversation fut interrompue par Michel, qui arriva en courant, enthousiaste. Monsieur Gabriel, la journaliste du journal télévisé, veut interviewer l'équipe de la limonade communautaire. Vous devez venir vite. Tandis qu'il suivait le garçon,
Gabriel vit Lucie organisant les enfants pour l'interview avec le calme et l'efficacité qu'il avait toujours caractérisé. Leurs regards se croisèrent brièvement et quelque chose passa entre eux, une compréhension silencieuse, une promesse non verbalisée. Dans les mois qui suivirent, le centre communautaire Limonade prit forme rapidement. Ce qui avait commencé comme un projet local gagna une projection nationale, inspirant des initiatives similaires dans d'autres communautés. L'histoire du stand de limonade qui avait transformé une communauté devint un cas d'étude dans les écoles de commerce et un exemple d'innovation sociale. Antoine Dubois, revitalisé par le projet, devint une sorte de mentor pour les jeunes entrepreneurs de la communauté. Ses cours sur l'éthique des affaires et la résilience étaient les plus fréquentés, toujours remplis de personnes de tous âges, avides d'absorber sa sagesse. Lucie découvrit une nouvelle vocation en tant que gestionnaire social. Son talent pour l'organisation, combiné à sa sensibilité aux besoins de la communauté, fit d'elle le choix naturel pour diriger le centre communautaire. Sous sa direction, le projet s'étendit bien au-delà de la vente de limonade, incluant maintenant une coopérative de couturières, une banque communautaire et un programme d'échange avec des écoles d'élite de Paris. Quant à Gabriel, la transformation fut encore plus profonde. L'homme qui avait un jour mesuré son succès par la valeur de ses actions en bourse trouvait maintenant satisfaction dans des mesures très différentes. Le nombre d'enfants participant au programme, l'augmentation du taux de réussite scolaire, de la communauté, les petites entreprises qui naissaient du centre d'incubation. Sa relation avec Lucie évolua également, passant d'un partenariat professionnel à quelque chose de plus profond. Cela commença par des dîners après de longues réunions de planification, des conversations qui s'étendaient jusqu'à l'aube, des confidences partagées sur les rêves et les peurs. Sans hâte, respectant le temps de chacun, ils construisirent une connexion basée sur l'admiration mutuelle et des valeurs partagées. Par un après-midi particulièrement chargé au centre communautaire, alors qu'ils supervisaient les préparatifs pour la première foire de l'entrepreneuriat jeune, Gabriel trouva un moment pour attirer Lucie dans un coin tranquille. « Nous devons parler », dit-il, avec un sérieux qui l'inquiéta momentanément. « Quelque chose s'est passé? Des problèmes avec le financement du prochain trimestre ?» Il sourit, secouant la tête. « Ce n'est pas à propos du projet, c'est à propos de nous. » Le cœur de Lucie s'accéléra. « Nous ? Oui, je réfléchis beaucoup à la façon dont ma vie a changé depuis ce jour pluvieux au parc, sur la façon dont j'ai trouvé un nouveau but, un nouveau sens à tout ce que j'ai construit. » Il respira profondément, cherchant les mots justes. « Mais la vérité, c'est que la plus grande transformation n'a pas été dans mon travail ou dans mes priorités. Elle a été ici. » Il toucha légèrement sa propre poitrine. Lucie l'observait en silence, ses yeux révélant un mélange d'espoir et d'appréhension. « Lucie Dubois, je suis tombé amoureux de vous, de votre force, votre détermination, votre capacité à voir la beauté et les possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et si vous ressentez la même chose... » Avant qu'il ne puisse conclure, elle posa doucement ses doigts sur ses lèvres. « Je suis aussi tombée amoureuse de vous, Gabriel Moreau, » répondit-elle avec un sourire radieux. « De voir que derrière le milliardaire puissant, il y a un homme qui s'émeut devant une enfant vendant de la limonade, qui respecte mon père, qui traite chaque personne dans cette communauté avec une dignité authentique. » Leur premier baiser fut interrompu par une Julie très enthousiaste, qui arriva en courant pour avertir que l'équipe de télévision était arrivée pour couvrir la foire. « Burke, vous êtes en train de vous embrasser ?» La fillette fit une grimace exagérée, mais ses yeux brillaient de satisfaction. « Enfin, Papy et moi avons un pari sur le moment où vous alliez admettre que vous vous aimez. » 6 mois plus tard, lors de l'inauguration officielle du centre communautaire Limonade, entièrement construit et équipé, la communauté entière se réunit pour célébrer. L'espace impressionnait par son architecture moderne et fonctionnelle, avec de grandes fenêtres qui permettaient l'entrée abondante de lumière naturelle, des espaces verts intégrés et une technologie de pointe accessible à tous. Dans le discours d'ouverture, Julie, maintenant âgée de 12 ans et encore plus éloquente, résuma le voyage qu'ils avaient parcouru. Tout a commencé avec un stand de limonade un jour de pluie, une rencontre qui semblait due au hasard,
mais que nous comprenons aujourd'hui comme un destin. Une connexion entre des mondes différents qui a montré que, au fond, nous cherchons tous les mêmes choses. Un but, un sentiment d'appartenance, la chance de faire une différence. Regardant le public, où Gabriel et Lucie étaient assis main dans la main à côté d'Antoine, la fillette continua. Mon grand-père dit toujours que la vie est faite de cycles, qu'après chaque chute, il y a une chance de recommencer, de construire quelque chose d'encore plus significatif. Notre projet prouve qu'il a raison, que même des expériences les plus amères, comme un citron, nous pouvons extraire quelque chose de doux et rafraîchissant, capable d'étancher la soif de beaucoup. La métaphore arracha des sourires et des applaudissements émus. Tandis que Julie concluait son discours, Gabriel réfléchissait au voyage extraordinaire qu'il avait vécu depuis ce matin, où il s'était réveillé en se sentant vide malgré toute sa richesse. Il regarda Lucie, Antoine, les dizaines d'enfants qui participaient maintenant au projet, la communauté qui s'était transformée et en même temps l'avait transformée. À ce moment, il comprit pleinement ce que Julie avait dit. De l'idée la plus simple, un stand de limonade, était né quelque chose capable de changer des vies, de connecter des mondes, de transformer l'amertume en douceur. Et tandis que la célébration continuait, avec des enfants servant fièrement leur fameuse limonade aux invités, Gabriel sut qu'il avait finalement trouvé ce qu'il avait toujours cherché. Non seulement le succès, mais la satisfaction de faire partie de quelque chose de vraiment significatif, une histoire de transformation qui, comme la